L'histoire de cette aventure sportive à la fulgurante trajectoire est le roman vrai d'une équipe, avec ses débuts laborieux, ses premiers succès, ses déboires aussi, et enfin la glorieuse série de ses victoires. En même temps, elle raconte l'aventure personnelle des pilotes, techniciens et mécaniciens qui ont rendu à la France sa place au plus haut niveau de la compétition automobile internationale. Il n'a fallu qu'une décennie à cette équipe pour acquérir un palmarès littéralement éblouissant. 124 victoires, 8 championnats de France de Formule 3, Formule 2 et Formule 1, 3 trophées d'Europe de Formule 2, les titres suprêmes de champion du monde des conducteurs et des constructeurs de Formule 1, 2 championnats du monde des marques en sport prototype et enfin un triomphal triplé aux 24 heures du Mans. Près d'un quart de siècle après la fin de cette épopée, ce fabuleux palmarès n'a toujours pas été égalé par une autre écurie française. Tout a commencé dans le désert industriel français de l'après-guerre. On utilise encore des Toucans, des vieux Junkers allemands reconditionnés pour mener à bien les premières campagnes d'essais de fusées et de sondes météorologiques à Colombéchard et à Maguire. L'ambition de la jeune société Matra est d'être à la pointe des nouvelles technologies. La Matra, Mécanique Aviation Traction, a été fondée en 1941 par Marcel Chassagnier. Avant la guerre déjà, il fabriquait des fuselages d'avions pour le compte de la Société nationale du Sud-Est. Après la fin des hostilités, il oriente ses activités vers les techniques aéronautiques de pointe dans le secteur militaire. C'est ainsi que Matra conçoit des lance-roquettes qui lui donneront une quasi-exclusivité dans ce domaine en France. 6 ans plus tard, Matra emploie déjà 800 personnes quand l'entreprise passe de l'armement classique aux missiles air-air et sol-air pour devenir le grand spécialiste des engins air-air autoguidés. En 1957, Sylvain Floirat, connu pour ses activités dans le transport routier et aérien, propriétaire de la station de radio Europe numéro 1, s'associe à Marcel Chassagny et renforce ainsi la puissance de la société. Certes, le secteur de la défense, soutenu par la guerre froide qui bat alors son plein, est porteur. Mais Matra est animé d'un esprit de créativité qui s'applique aussi bien à l'étude d'une moto qu'au développement de l'hélicoptère Bambi C100 de l'ingénieur Cantigno ou que, plus tard, à la fabrication de l'avion moinet Jupiter 360. En 1961, Matra aborde la recherche spatiale et participe à l'élaboration de satellites français et européens, puis collabore à la fabrication des fusées Ruby et Diamant et rejoint le club très fermé des industries françaises de haute technologie. Parallèlement, Matra construit par sa filiale la Générale d'applications plastiques à Romorantin du matériel frigorifique, des coques de bateaux en plastique et les carrosseries des coupés à mécanique Renault, les jets du constructeur René Bonnet. En 1964-65, ce dernier est évincé et Matra poursuit seul la fabrication de ses modèles, les premières voitures de série au monde équipées d'un moteur central arrière. Jean-Luc Lagardère, ingénieur de Supélec, transfuge de Dassault, nommé directeur général de la société Matra depuis 1963, prend alors en main le destin de Matra Sport. En 1964, ce sur quoi je démarre avec Matra, je le répète, c'est la défense, c'est la haute technologie. Mais la défense, c'est un champ noble mais limité, et qui a une image... la défense, c'est quand même un peu la guerre, c'est la guerre froide en 64 et tout. Et je veux développer le groupe avec de la matière grise et créer un réservoir de matière grise important. Et pour cela, je veux que Matra soit un nom qui frappe, un nom qui accepte la compétition, mais qui soit aussi lié justement avec l'esprit de créativité dans la haute technologie. Et la compétition automobile, c'est tout ça. C'est exactement cela. C'est pour ça que, en 64, je me suis dit vraiment,
nous allons faire de la compétition, et j'ai placé cette phase d'activité sur un minimum d'une dizaine d'années, avec des ambitions au départ qui étaient, il faut bien le dire, démesurées. Ambition qui paraissait démesurée, car en 1964, le sport automobile français est au plus bas. Seuls Alpine et René Bonnet, avec des moyens artisanaux et des budgets dérisoires, défendaient les couleurs nationales en F2 et F3 face à l'armada britannique. La naissance d'une monoplace de course française, c'était une fête énorme parce que en France, à cette époque-là, c'était un désert en ce domaine. Il y avait eu, tout de suite après la guerre, il y avait eu les équipes d'avant-guerre qui avaient continué à produire des voitures de course, notamment Talbot. Talbot avait été relayé par Gordini, qui avait, en association avec Simca, avait aligné des voitures en Grand Prix à partir de 1950, et puis Simca avait laissé tomber Gordini en 1952. Gordini avait essayé de continuer tout seul. Gordini, ça avait été le porte-drapeau du sport automobile français dans les Grands Prix entre 50 et 56. Au début 57, Gordini a été obligé de cesser toute activité en Formule 1, et en sport proto, ils ont dû faire encore Le Mans en 57, mais c'était tout, faute de moyens. Et depuis 57, il n'y avait plus rien. Écoutez, Matra Sport, à cette époque-là, en dehors des patrons dont on pourrait parler, se résumait, je dirais, physiquement à une toute petite usine qui était à Romorantin déjà, et puis à un garage, boulevard Murat, 147 boulevard Murat, qui faisait office de début de bureau d'études, mais qui en réalité était un garage, au rez-de-chaussée duquel on réparait des René Bonnet, puisqu'on avait repris René Bonnet, et dans le vestiaire des ouvriers à l'étage supérieur se trouvaient les rudiments du bureau d'études. Ce qui, pour moi, qui venait d'une société relativement installée, qui s'appelait Simca, paraissait quand même, je dois dire, très modeste. Quand je suis arrivé, il y avait un responsable compétition qui s'appelait Koubé. Il y avait deux garçons, il y avait Hubert, un garçon qui avait dessiné les voitures de René Bonnet et qui a dessiné les premières voitures de course de Matra Automobile. Et puis, il y avait, à ma souvenance, deux ou trois ouvriers dont j'ai oublié exactement les noms, mais il y avait d'Allongeville, je me rappelle très bien, il y en avait un autre qui s'appelait Pollard. Et alors, comme c'était l'hiver, ça devait être en mars 65, il faisait assez froid, on avait un radiateur électrique. Alors on allait périodiquement se chauffer les uns et les autres au radiateur électrique pour ne pas avoir trop froid. Et le premier hiver qu'on a fait dans le bureau d'études, on rentrait le lundi matin avec 2 degrés. Donc sur un petit radiateur, on avait en permanence une casserole avec du viandox. Et on dessinait effectivement avec des gants, tellement il faisait froid. Les bérets, la canadienne et les gants. C'est comme ça que ça a commencé. Avec Paul Carillo, dessinateur-projeteur, issu comme lui de chez Bonnet, Jacques Hubert va dessiner les premières esquisses de la Formule 3. Avant tout, il s'agit de définir l'architecture de la voiture. Pour la coque, je savais qu'il fallait impérativement une coque. Le châssis tube était déjà très dépassé. J'avais fait chez Bonnet une coque en polyester, avec l'essence directement dans le polyester. Mais là, il n'était pas question de faire une coque en polyester, ou de l'acier. Et donc, j'en ai profité pour mettre des cloisons du cloisonnement pour l'essence, mais aussi pour raidir la coque. Mais l'ensemble devait être construit selon un certain ordre. Il fallait enfiler les tubes de chauffage, il fallait les cloisons au fur et à mesure, etc. Naturellement, ça faisait une voiture très rigide. Le concept du châssis monocoque à réservoirs structuraux sera la pierre angulaire de la construction des futures monoplaces Matra. La MS1 sera la mère de la Formule 2 MS7 et la grand-mère des Formules 1 MS10, MS11 et MS80. Le moteur est un 4 cylindres Ford de 1000 cm3 Cosworth ou Holbay, accouplé à une boîte Hewland à 5 rapports. La finition est remarquable et surtout, la qualité de fabrication aviation est exceptionnelle. Reste à trouver les pilotes pour en prendre le volant. Matra a repris René Bonnet. Et le patron, le gars qui décide chez Matra, c'est M. Jean-Luc Lagardère. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec lui. Et comme je suis arrivé avec mes béquilles, mon bras dans le plâtre, dans un état qui n'était pas tout à fait ce qu'on pouvait
estimé que devait être un coureur automobile. Donc l'entrevue a été assez difficile au départ, parce que forcément, Jean-Luc Lagardère pouvait se poser beaucoup de questions sur le fait que je serais ou pas capable de conduire des voitures et de les conduire éventuellement à la victoire. J'avais entendu parler de lui et d'un accident terrible qu'il avait eu circuit de Reims avant 64, sans doute, oui. Et je l'avais pris. Bien entendu, tous les grands spécialistes m'avaient dit « mais vous êtes fou de prendre un garçon qui ne pourra jamais plus conduire, etc. etc. » Et puis les autres, il y avait Offenstadt, si je me souviens, qui lui était connu. Jean-Pierre Jeussot, et puis Pescarolo, qu'on avait pris parce qu'il avait gagné le volant Ford, je crois, quelque chose comme ça. Et comme on n'avait pas assez de voitures, je lui avais dit, vous allez commencer par être le standardiste. Et donc, il décrochait le téléphone, etc. Voilà un peu l'ensemble. Et puis, il y avait une équipe de mécaniciens qui n'étaient pas encore ensemble et qui se sont découverts comme étant l'embryon d'une équipe à ces jours de Monaco. L'équipe Matra Sport vient de réaliser son premier exploit, car la MS1 dessinée fin février est prête pour le Grand Prix de Monaco du 29 mai 1965. Quand Louis Chiron abaisse son drapeau, les Matras entament la première course de leur histoire. Confrontés au gratin international de la Formule 3, la numéro 38 d'Eric Offenstadt abandonnera et la numéro 37 de Jean-Pierre Jeussot ralliera l'arrivée à la 15e place. Et la première course, c'est Monaco. C'est pas forcément la plus facile. Ça a sollicité beaucoup les voitures, évidemment. Et malheureusement, cette voiture sur laquelle on avait misé beaucoup, à la première course, elle a lâché pour un truc très simple. C'était les joints tripodes, les joints de liaison entre le moteur, la boîte et les roues. Ça avait lâché, plus ou moins. Si bien que, en fait, j'ai terminé la course, tant bien que mal, en tenant le moteur et la boîte avec le levier de vitesse. Alors évidemment, on était assez loin. Petite déception, bien sûr, mais en fait, elle avait quand même terminé dès sa première course. Et ça, c'était déjà pas mal. Intéressant, mais un peu décevant. En fait, les débuts sont modestes et la suite ne sera guère brillante. À la Châtre, où Beltoise entre en lice, les deux Matras cassent encore. À Charade, Beltoise sort, Jeussot coule une bielle, Offenstadt termine seulement 13e. Marcel Chassagny et Jean-Luc Lagardère donnent des signes d'impatience. Reims apparaît comme une course décisive où le destin de Matra Sport se jouera à qui tout double. Le circuit champenois est à l'apogée de sa gloire. Et les ombres de tous les grands pilotes d'après-guerre et de toutes les voitures qui ont fait l'histoire de la course hantent le paddock et la piste. Ce circuit de plus de 8 km, avec ses longues lignes droites et ses virages baptisés Mousseau, Annie-Bousquet, Muison, Thillois, va devenir le théâtre d'une victoire qui a pesé lourd dans la saga du sport automobile français. La petite équipe Matra est au complet, avec aux commandes Claude Le Guézec, ancien rallyman, directeur du service compétition depuis le mois de mars, à court d'expérience pour le réglage des voitures et en particulier des carburateurs Stromberg, Le Guézec fait appel à son ami rallyman Bernard Consten pour trouver les bons réglages. Les essais sont moyens et la tension, faut-il le préciser, est à son maximum. Très tôt le matin, j'ai convoqué tout le monde, c'était Le Guézec qui était le responsable, etc. Et je leur ai dit, vous n'allez pas déjeuner, personne d'entre vous ne va déjeuner, vous allez travailler jusqu'au dernier moment pour détecter tous les cas de panne possibles sur les 3 voitures. Et ils ont travaillé, etc. J'ai dit, et après vous me direz quels sont les cas. Alors c'était un écrou mal serré, c'était, etc., etc. Malgré la volonté fantastique de tous les mécaniciens de bien faire, il y avait une expérience, forcément, puisque c'est des gens qu'on avait pris ici ou là. Et donc, curieusement, j'étais confiant. Mais soyez sûr que si on n'avait pas gagné à Reims, je n'aurais pas arrêté. J'ai laissé planer le doute pour motiver encore davantage les uns et les autres. Jamais j'aurais dû gagner, mais on n'était pas encore dans le coup, donc on avait des trop petits pneus par rapport aux Anglais. Mais à Reims, c'était un avantage.
J'ai découvert tout ça en course. Je ne savais pas, je ne savais même pas qu'il y avait des pneus différents. Dans l'équipe, on était vraiment au début. C'est incroyable qu'on ait pu gagner une course comme Reims. On n'avait aucune connaissance. En plus de ça, moi, je croyais que j'étais sorti parce que j'allais trop vite au premier tour. Il paraît que j'ai dit à l'époque qu'un autre pilote m'avait tapé... bon, en course, on est tapé dans le cul. Hein, et m'avait fait envoyer en tête à queue. Coup de peau, j'ai pas calé. Coup de peau, j'ai pas trop perdu de temps. Coup de peau, je suis reparti. Et je suis rapidement monté en tête parce qu'avec les phénomènes d'aspiration et mes petits pneus qui me permettaient d'aller plus vite en ligne droite, j'ai fait un record du tour astronomique. Je crois 4 secondes plus vite que ce que j'aurais pu faire tout seul grâce aux aspirations. Et donc j'ai gagné la course. Nous voulons faire avancer la technique de la compétition en France. L'an prochain, la Formule 2, très certainement, et un peu plus tard, la Formule 1. Je dis bien la Formule 1. Lors de cette première interview, Jean-Luc Lagardère désigne ainsi clairement ses objectifs et le bilan de la saison 65 va le conforter dans ses ambitions. Beltoise devenait champion de France de Formule 3 avec 7 victoires. Conscient de la jeunesse de son équipe, Lagardère recherche la collaboration d'une écurie expérimentée. Un petit matin de novembre 65, deux monoplaces Matra embarquent discrètement pour l'Angleterre. Scoop, Ken Tyrrell, qui fait courir le grand espoir Jackie Stewart, va faire subir des tests à des monoplaces françaises. Le journaliste Gérard Cronbach se souvient. On a fait une proposition d'accord. Tyrrell enverrait un moteur Formule 2 BRM chez Matra. Ce moteur serait installé dans un châssis de Formule 3. Et puis, on enverrait la voiture en Angleterre pour faire des essais à Goodwood. Et Stewart l'essayerait. Et s'il trouvait que le châssis était à sa convenance, eh bien, Lagardère ferait fabriquer des châssis Formule 2, puisque ça, c'était un châssis F3, des châssis Formule 2, et il serait fourni gratuitement à Tyrrell, qui ferait courir l'équipe Matra internationale. Quand je suis revenu de mon rendez-vous avec Jean-Luc, j'ai appelé Jackie pour lui dire qu'on allait expédier un moteur en France pour le monter dans une voiture française appelée Matra. Alors il m'a dit, c'est quoi ça? Et je lui ai dit, je veux que tu viennes essayer cette voiture. Il était réellement contrarié. Devons-nous vraiment perdre notre temps à essayer cette voiture fabriquée en France? Je lui ai répondu, on doit le faire, car j'ai promis qu'on le ferait. J'étais vraiment sceptique quand Ken Tyrrell m'a dit qu'il voulait que je vienne essayer la Matra. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'ennuies avec ça? Car nous avons suffisamment à faire comme cela. Mais quand j'ai conduit cette voiture, j'ai réalisé que c'était le meilleur châssis que je n'avais jamais eu entre les mains. C'était incroyable, la précision avec laquelle cette voiture répondait. J'ai alors réalisé qu'elle avait un énorme potentiel. Le châssis me transmettait bien les informations. Il me parlait et je pouvais lui parler. Il ne faisait rien par surprise. Il était facile à conduire et il me donnait entière confiance. Et c'est le début d'une collaboration de 4 années fabuleuses, où Jackie va conduire les Matra Formule 2 et Formule 1 avec le même bonheur, s'adjugeant 18 victoires et le titre de champion du monde. L'équipe Matra se renforce avec l'arrivée de Bernard Boyer, transfuge d'Alpine, qui va intégrer le bureau d'études, d'André Legan, qui prend en charge l'atelier de fabrication et d'assemblage des voitures, et de nombreux mécanos venus de l'environnement Panhard, qui vient d'arrêter la compétition. Pour la saison 1966, Matra décide de mettre en fabrication une quinzaine de monoplaces de Formule 3 et Formule 2. Elles vont équiper l'équipe officielle avec Jean-Pierre Beltoise, Jean-Pierre Josso, Henri Pescarolo et Johnny Servoz-Gavin, l'équipe Tyrrell avec Jackie Stewart et Jackie Hicks, l'équipe de John Coombs qui fait courir Graham Hill, Pedro Rodriguez, John Surtees, Hubert Hannay et Lodovico Scarfiotti. Outre les monoplaces, Matra envisage la construction d'un prototype, la 620, pour les 24 heures du Mans. C'est une charge de travail considérable pour cette toute jeune équipe.
Le rythme de travail, par exemple, pour la course de Clermont-Ferrand, c'était infernal. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une petite dépression 2-3 jours et j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Parce que le rythme, c'était jour et nuit, quoi, quasiment jour et nuit. Au début, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, je suis tombé chez des fous. Et puis après, je suis devenu comme les autres, je suis devenu fou, quoi. Là, c'était la journée, c'était la nuit. Il fallait préparer la voiture pour telle date. Bon, elle était prête. On démontait la voiture entièrement, on refaisait le moteur, la boîte de vitesse, les moyeux, tout y passait, le freinage. On faisait une voiture neuve à chaque fois. Vous savez qu'il y a des moments où 4 ou 5 voitures sont en cours de montage. Imaginez 11 voitures et 15 voitures, on ne peut pas les faire en même temps. Si on arrive avec 15 voitures, on arrive avec du retard. Toutes les semaines, les voitures se modifient. Toutes les semaines, on ajoute une petite pointe, un petit volet aérodynamique, un petit truc au ressort, un petit truc aux amortisseurs. L'avantage de Matra, c'était de pouvoir... Je parle de l'avantage par rapport à Alpine, d'où je venais. C'était d'avoir d'un seul coup des moyens de production d'une qualité aviation extrêmement performants en fabrication, mais à condition d'exprimer son besoin à travers un plan qui soit extrêmement précis et bien fait. Car ces gens-là faisaient conforme au plan. Si on se trompait sur le plan, ils se trompaient dans la pièce. Ils n'avaient pas d'expérience de l'automobile qui nous aurait permis de rattraper une erreur de plan. En 1966, Beltoise donne à Matra son premier succès en Formule 2 au Grand Prix d'Allemagne. En Formule 3, les pilotes de la firme enlèvent 15 premières places et Servoz-Gavin devient champion de France. Pour le grand public, l'équipe Matra, c'est l'équipe de France, et pour le général de Gaulle, elle est une ambassadrice de choix pour l'image du pays. Et c'est le départ de la saison 1967. Cette année-là, Matra présente sa toute nouvelle Formule 2 qui prend la désignation de MS7. En effet, la réglementation sportive internationale a défini de nouvelles règles pour la F2, la cylindrée passant de 1000 à 1600 cm3. Matra a opté pour le Ford Cosworth. Les volants sont confiés à Beltoise, Servoz-Gavin, Schlesser, Stewart et X. À l'issue d'une saison somptueuse, ce dernier remporte le Trophée d'Europe de Formule 2. Toujours en 1967, l'équipe Matra de Formule 3 va d'abord remporter les 4 épreuves de la Temporada Argentine avec Jean-Pierre Beltoise, puis remporter 21 courses du championnat de France. Henri Pescarolo va livrer un duel fratricide et néanmoins chevaleresque à son coéquipier Jean-Pierre Josso et remporter avec 9 victoires le titre de champion de France. L'équipe Matra de Formule 3 est accompagnée dans son effort par les voitures privées de l'écurie Cryo au tournesol, conduite par Vidal et Jabouille, et par la monoplace de Guénard. Jean-Pierre Jabouille poursuivra son effort en 1968 avec des monoplaces préparées par Richard Belkeshout. En Formule 2, la saison 1968 est extraordinaire pour Jean-Pierre Beltoise, qui enlève 3 victoires. Au Grand Prix de Madrid, malgré un tête-à-queue monumental, Jean-Pierre va gagner la course devant Rindt et sa redoutable Brabham et Jackie Stewart. À la fin de l'année, Jean-Pierre remporte le Trophée d'Europe de Formule 2. Plus que jamais,
la course automobile cultive la joie, l'humour et l'amitié. Même victorieuse, la course coûte cher. On espère sans doute chez Matra que le succès de la M530 de série permettra de couvrir une partie des frais engendrés par la compétition. Mais on hésite devant la grande inconnue de l'engagement en Formule 1. Jean-Luc Lagardère connaît le coût de la mise en chantier d'une monoplace 100% française et du V12 3 litres qui doit la motoriser. Il lui paraît impossible de se lancer seul dans l'aventure. C'est alors qu'il rencontre Jean Prada, directeur de l'Union Générale de Distribution des Produits Pétroliers. Cette société rassemble les activités de distribution des filiales du groupe ERAP. De l'Aquitaine au Gabon, en passant par l'Algérie, le Congo et le Canada, le groupe produit 20 millions de tonnes par an. Pour les distribuer, l'UGD va lancer quelques mois plus tard une nouvelle marque liée à une nouvelle image. Et donc, ils ont exactement le même objectif que nous. Donner une image jeune, une image de compétition, une image française, une image naissante, dynamique. Et naturellement, nous nous rapprochons, je me rapproche des patrons de l'ERAP et notamment de Jean Prada. Alors, nous étions conscients que la qualité de notre réseau était au fond assez médiocre et surtout qu'elle était extraordinairement disparate. On a donc décidé, au plus haut niveau, celui de M. Guillaumat, qui était le président du groupe, et en liaison avec les autorités gouvernementales, de lancer une marque qui permettrait d'unifier l'ensemble du réseau de distribution. Mais il y avait une deuxième difficulté dont nous étions conscients, c'est que par rapport à nos grands concurrents étrangers, internationaux, ou même par rapport à la Compagnie française des pétroles, notre crédibilité sur le plan technique et scientifique restait à prouver. D'où l'idée d'essayer de mettre à profit le lancement de la marque, que nous avions décidé, et qui a été fait d'ailleurs en avril 1967, pour trouver un thème qui puisse sous-tendre notre action promotionnel, thème qui était essentiellement axé sur la qualité des produits, l'enjeu technique de nos travaux et la compétition internationale. Le rêve de la monoplace 100% française se précise, mais pour réussir l'opération, le soutien de Elf, même pour 4 ans, ne suffit pas. Il faut obtenir l'appui du gouvernement qui est prêt à soutenir un tel projet. Dans les couloirs ministériels, la lutte est chaude entre Alpine et Matra. Finalement, Jean-Luc Lagardère obtient du Fonds pour la recherche et le développement scientifique un prêt de 6 millions de francs sur 3 ans, remboursable en cas de succès. Je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est très simple. L'aide que je souhaite, c'est pour faire un moteur grâce auquel on s'illustrera en Formule 1 et grâce auquel on gagnera Le Mans dans 5-6 ans. Il m'a dit, je vous crois. Il m'a dit, je vais même plus loin, voyez-vous. Dans 5-6 ans, je serai sans doute un retraité qui s'occupe que de la culture, des lettres, etc. Mais si vous m'invitez, je viendrai au Mans à ce moment-là. L'histoire donc a tenu mieux que ses promesses, puisque après il était président de la République, et en 1972, il est effectivement venu
à la première grande tentative que nous avions faite. Donc cet ensemble, si vous voulez, qui est dû à Georges Pompidou, la France industrielle a reçu une accélération fantastique par Georges Pompidou lui-même. Les fonds nécessaires étant réunis, le feu vert est donné pour l'étude et la construction du moteur de Formule 1. Georges Martin, employé jusqu'alors par Simca, est engagé comme directeur de la division moteur, études avancées et compétition. Ils se mettent immédiatement au travail. Alors le V12, ça a été extrêmement simple. Je pense que si on m'avait laissé choisir, je serais peut-être encore en train d'essayer de me poser des questions. Faut-il faire un V8, un 12 cylindres ou un 16 cylindres? À l'époque, on avait la possibilité même de faire un 16 cylindres. Et c'est Jean-Luc Lagardère qui m'a dit, il faut faire un V12, il faut qu'il ait le même bruit que le Ferrari. Mais j'ai donné à Martin une autre consigne extrêmement curieuse. Je lui ai dit, je veux que le bruit de l'échappement soit singulier, dans des octaves très élevées, et qu'on le reconnaisse. Je ne pouvais pas attendre ce délai de 3 à 6 mois pour créer une équipe, pour démarrer l'étude du moteur. Donc, pour faire la préétude du moteur de Formule 1, j'ai demandé à un bon copain qui travaillait avec moi chez Simca, qui était le responsable du bureau d'études moteur, s'il ne pouvait pas m'aider le samedi, le dimanche, et puis le soir, en rentrant chez lui, à démarrer l'étude d'un moteur de Formule 1. C'est ce qui a été fait. Donc Chariat a accepté, c'était donc Georges Chariat, qui a accepté de démarrer l'étude de ce moteur. Donc on a démarré comme ça, disons en perruque, l'étude ou au moins la préétude du moteur. Et c'est ainsi que Georges Chariat se rendait chaque soir dans ce cabanon, au fond de son jardin, pour dessiner les plans du V12 Matra. Je me suis mis sur ma planche à dessin dans ma baraque, et puis j'ai fait un V à 60, puis j'ai étoffé, j'avais évalué, je vous dis, à 78-53, je crois, à l'ésage course. Et l'autre personne, M. Minel, il a fait ça en 80-50. C'est finalement un alésage de 79,7 qui sera retenu par Loz, Fortin et Gégère, l'équipe des motoristes de Matra, en collaboration avec l'équipe du moteur moderne. Après 7 mois de gestation, le MS9, avec ses 12 cylindres, ses 48 soupapes, ses 4 arbres à cam en tête, pousse son premier hurlement le 19 décembre 1967. Il développe alors 388 chevaux. Je me rappelle comme si c'était hier, la mise en route de ce moteur V12 au banc d'essai, tout le personnel était devant. Je dirais que les premiers miaulements de ce moteur nous ont tous figés et foutu la chair de poule pendant un grand moment. Puis après, il restait quand même énormément de travail à faire parce que ce moteur, c'était la première fois qu'en France, on construisait un moteur V12 avec des régimes élevés pour l'époque, qui maintenant paraîtrait ridicule, mais qui pour l'époque était très très élevé. Et il a fallu qu'on découvre tous les problèmes, et il y en a eu énormément. Pour les 4 mousquetaires de l'équipe Matra Elf, l'objectif, c'est désormais la Formule 1. Déjà, Matra avait engagé des Formules 2 lestées au poids des Formules 1 au Grand Prix des États-Unis, du Mexique, d'Espagne et de Monaco en 1967, pour voir. Pour la saison 1968, Matra décide de jouer sur 2 tableaux en faisant courir conjointement la MS-11 avec le moteur V12 et la MS-10 avec le moteur V8 Ford Cosworth. En attendant que ces 2 nouvelles Formules 1 soient prêtes, Matra propose à Ken Tyrrell et Jackie Stewart une monoplace transitoire, la MS-9. C'est avec curiosité qu'il débarque un beau matin dans les locaux sommaires et provisoires de Vélizy, baptisés Stalag par certains esprits malicieux. Même s'il ne s'agit que d'une Formule 2 motorisée par le V8 Ford Cosworth, Tyrrell et Stewart sont enthousiastes.
Tyrrell décide alors d'effectuer des essais sur le circuit sud-africain de Kyalami. Bernard Boyer, réticent à l'engagement de cette monoplace en compétition, la laisse sortir volontairement des ateliers peinte en kaki. À Kyalami, c'est l'été, et Jackie Stewart, en professionnel exemplaire, poursuit inlassablement des essais pour dégrossir les réglages et sélectionner les pneus fournis par Dunlop. Finalement engagée dans le premier Grand Prix de la saison 68, la MS9 va se qualifier en première ligne et partir en tête avant de renoncer pour des problèmes d'alimentation. Des débuts chauds et prometteurs. Pendant ce temps, à Paris, à la veille des nuits agitées de mai, toute l'équipe Matra pose pour la postérité devant le fruit de ses efforts et de ses rêves. Une monoplace et une sport prototype 100% français. Ils sont tous là, de la Gardère aux pilotes, en passant par les ingénieurs, calculateurs, dessinateurs projeteurs, chaudronniers, ajusteurs, magasiniers, mécaniciens, motoristes, tous ces hommes réunis par la passion de la course automobile. Enfin, c'est le grand jour. La première sortie en compétition de la MS11 au Grand Prix de Monaco. L'impressionnante monoplace bleue et son superbe V12 sont l'objet de toutes les attentions de la part des mécanos et des motoristes, mais aussi de la presse, des photographes et de la télévision. C'est Jean-Pierre Beltoise qui va la piloter. Donc là, je savais que toute la France nous regardait. Le moteur V12, qui était vraiment l'héritage exceptionnel, Ferrari, enfin je veux dire, le moteur noble par excellence. Matra, et c'est moi, le petit Jean-Pierre, ancien livreur de la boucherie Beltoise, qui est, non, je m'en glorifiais pas, ça c'est pas ça, mais je veux dire que j'étais aux anges, quoi. J'avais tout d'un coup, c'était bien au-delà de mes rêves, de mes rêves les plus extraordinaires. J'étais porté complètement dessus. C'est-à-dire la voiture française V12, c'est moi qui la conduisais, mais c'était incroyable. Jackie Stewart, souffrant d'une fracture au poignet, est indisponible pour piloter la MS10 à moteur V8 Ford Cosworth, dont le volant est confié au fantasque mais doué Johnny Servoz-Gavin. Il y a eu une chose, comme la fin de saison 67, j'avais été quand même très fêtard. Je crois que c'était un peu plus la fête que la course. Alors la Gardère m'avait mis un peu au purgatoire. Alors je faisais que des courses pour proto très sympas, des trucs bon, où il était facile de gagner, mais enfin très sympa. Mais Tyrrell quand même, bon, quand Stewart s'est cassé le poignet, il est venu me chercher en disant bon, c'est toi qui vas conduire la F1. J'étais très étonné parce qu'il y a quand même d'autres gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi pour le faire. Mais bon, il m'a fait confiance. Et je me souviendrai, juste avant le départ de la course, j'avais fait le deuxième temps aux essais, donc sur la première ligne, c'était pas mal quand même pour la première fois. Mais j'avais jamais pris de départ à F1. Alors on essayait dans une rue derrière et tout, prendre des départs. Puis bon, ça a été... Alors, la preuve, c'est que je suis parti en tête et j'étais en tête, donc c'était pas mal. Et oui, une Matra en tête du plus prestigieux des Grands Prix de Formule 1 pendant 3 tours, avant d'être éliminé sur une touchette. Quant à la MS11, après avoir figuré à la 6e place, elle s'arrête définitivement au 12e tour.
les deux monoplaces bleues vont se confronter au gratin mondial de la Formule 1. Brabham, Honda, BRM, Ferrari, McLaren, Cooper, Eagle et la fameuse Lotus Ford 49. C'est l'âge d'or de la Formule 1 avec ses pilotes emblématiques, ces chevaliers des temps modernes qui couraient au péril de leur vie. Et c'est parti pour une saison riche en rebondissements. Au Grand Prix de Belgique, Stewart, en tête avec 40 secondes d'avance, se classe 4e après des ennuis d'alimentation. À Zandvoort, au Grand Prix de Hollande, disputé sous des trompes d'eau, Beltoise choisit des pneus plus expérimentaux fabriqués par Dunlop. Parti en fond de grille, auteur d'une fantastique remontée, malgré deux têtes à queue qui le forcèrent à rentrer au stand, Beltoise et la MS11 se classent en deuxième position derrière un Stewart éblouissant. C'est le premier doublé Matra, doublé historique, car il sanctionne la première victoire d'une voiture bleue dans le championnat du monde de Formule 1. Au Nürburgring, c'est pluie et brouillard, avec une visibilité réduite à 50 mètres. Dans ces conditions dantesques, Stewart va effectuer une course d'anthologie et la gagner avec plus de 4 minutes d'avance sur la Lotus de Graham Hill, son rival direct au championnat du monde. À Monza, Johnny Servoz-Gavin dépasse la Ferrari de Jackie Hicks sur la ligne pour prendre la seconde place et Beltoise se classe 5e. Au Grand Prix du Mexique, le titre se joue entre Stewart et Graham Hill. Malheureusement, Stewart est retardé par des problèmes mécaniques et terminera finalement second au championnat du monde des conducteurs. Indiscutablement, le bilan de la saison 1968 est très positif pour Matra, qui n'a manqué le titre mondial qu'en raison de la blessure qui empêcha Stewart de participer à 2 Grands Prix. Pour 1969, Jean-Luc Lagardère annonce qu'il donnera la priorité aux 24 heures du Mans, où il engage 4 voitures équipées du V12. En revanche, la Formule 1 100% française est mise en sommeil pendant une saison. C'est donc la MS80 à moteur Cosworth qui va porter tous les espoirs. Elle sera pilotée par Stewart et Beltoise, et c'est l'équipe Tyrrell qui la fera courir. Bruno Morin devient l'adjoint de Tyrrell, chargé plus spécialement des essais. Mon rôle, comme disait Ken Tyrrell, c'était technical liaison between the Tyrrell team et Matra, et l'usine Matra. Alors, en fait, Ken Tyrrell, c'était donc un très bon organisateur d'équipes de course. C'était le champion du monde de la logistique. Tout était très bien prévu. Mais c'est certain qu'au point de vue châssis, tenue de route, etc., c'était pas son truc. Et il restait dans l'empirisme anglo-saxon, trial and error, comme ils disent, complet. Et il sentait bien que c'était quand même un peu limite pour son écurie. Alors, il demandait à ce qu'on le soutienne dans ce domaine. Matra joue son va-tout en Formule 1. En effet, la technologie des réservoirs structuraux qui caractérise la MS80 sera condamnée au terme de cette saison, puisqu'en 1970, l'utilisation d'outres souples deviendra obligatoire. La MS80 se caractérise aussi par la forme de sa coque très renflée au centre, le but étant de diminuer l'inertie polaire en concentrant le poids du carburant le plus près possible du centre de gravité. La suspension avant abandonne le triangle supérieur en culbuteur au profit d'un système classique de triangle superposé avec éléments de suspension extérieurs à la coque. Réussie d'emblée, elle ne nécessitera que très peu de modifications en cours de saison.
La MS-80 a une petite sœur, la MS-84 à 4 roues motrices. Dotée d'un châssis multitubulaire et d'une transmission compliquée, elle accuse près de 600 kg. Elle est donc beaucoup trop lourde, sa conduite est pesante et difficile. La reine incontestable du championnat, c'est donc la MS-80. La voici dans ses œuvres. Et c'est le sacre de Stewart. Il remporte 7 des 14 Grands Prix de la saison et dès le Grand Prix d'Italie le 7 septembre 1969, à 3 courses de la fin du championnat, il est sacré champion du monde. Malgré la concurrence des Lotus de Jochen Rindt et de Graham Hill, Stewart a occupé la tête du peloton pendant 1878 des 3737 km que comportent les Grands Prix du championnat 69. C'est l'apogée de la trajectoire de Matra, avec les titres de champion du monde des constructeurs et des conducteurs, ainsi qu'un 3e trophée d'Europe de Formule 2 avec Johnny Servoz-Gavin. Je pense que le meilleur souvenir de ma carrière est ma victoire au Grand Prix de Monza en Italie pour m'assurer le titre en 1969, précisément parce que ce fut mon premier championnat du monde, et cela devant une foule italienne complètement hystérique et à l'issue d'une course acharnée. En fait, je crois qu'à l'époque, ce fut la victoire la plus serrée jamais enregistrée dans une course de Formule 1. C'était vraiment le summum. Mais la chose la plus merveilleuse, c'était de conduire cette voiture en toute confiance et de savoir que j'étais au volant d'une voiture mise au point par des ingénieurs qui comptaient parmi les meilleurs du monde. À la fin de la saison 69, Matra signe un accord commercial avec Simca qui allait déboucher sur la commercialisation de la Baguera. Et il devient impensable que Matra dispute le championnat du monde avec un moteur Ford. Jean-Luc Lagardère lance alors la fabrication de la MS-120, équipée d'une nouvelle version du 12 cylindres Matra, dont les passages d'admission sont désormais au centre du V. Pour essayer de conserver les services de Jackie Stewart, un test comparatif entre ce moteur et le V8 Cosworth est organisé sur le circuit d'Albi. Le V12 était très progressif, il faisait un son extraordinaire, un des sons de moteur de course les plus merveilleux certainement. Mais à l'époque, il fallait que je choisisse le meilleur moteur, le meilleur châssis et bien sûr, la meilleure équipe. Et je ne pensais plus pouvoir réunir cette combinaison complète avec Matra, car je sentais que le moteur Ford serait plus sûr. C'est donc la fin de la fructueuse collaboration avec Tyrrell et Stewart. Beltoise et Pescarolo sont choisis pour piloter la MS-120. La forme de sa coque est très originale, avec des flancs en biseau. Mais elle manque de rigidité et la MS-120 ne se révèle pas à la hauteur de la MS-80. Malgré quelques coups d'éclat, Beltoise et Pescarolo ne peuvent se classer mieux que 3e lors de cette saison 1970. Les MS-120 sont à la peine. Comparé à un Cosworth, le V12 Matra avait le défaut d'un V12, c'est-à-dire qu'il manquait de couple, et il n'était pas plus puissant. Donc il était beaucoup moins compétitif qu'un Cosworth. Et en plus de ça, ce qu'on avait rattrapé dans les autres formules sur le plan de la tenue de route n'existait plus avec la MS-120 parce qu'elle n'était pas du tout en avance sur les autres. C'était une voiture qui était certainement pas assez rigide, qui était certainement pas entretenue par une équipe assez compétitive.
Donc on avait une tenue de route pas meilleure, peut-être même un peu moins bien, et un moteur de toute façon beaucoup moins bien. Donc on pouvait difficilement être compétitif. Pour la saison 71, Jean-Luc Lagardère remplace Pescarolo par un pilote plus expérimenté, le néo-zélandais Chris Amon, transfuge de Ferrari. L'équipe désormais ne s'appelle plus Matra Elf, mais Matra Simca Shell. Les flancs en biseau sont supprimés et la voiture allégée. Mais la saison 71 ne porte pas ses fruits et excepté la victoire d'Amon au Grand Prix de Buenos Aires qui ne compte pas pour le championnat du monde, la MS 120B ne se classe qu'une fois 3e avec Amon et une fois 6e avec Beltoise. Le châssis 120 aborde sa 3e saison sous la dénomination C avec fort peu de modifications car la majeure partie du budget est consacrée au moteur. En effet, Simca et Shell ne sont pas convaincus de la valeur de la Formule 1 comme instrument de promotion et la majorité des efforts sont consacrés aux 24 heures du Mans. Matra décide donc de n'engager qu'une seule Formule 1 pour Chris Amon. En cours de saison 1972, apparaît cependant une toute nouvelle voiture, la MS 120D, reprenant les formes et les recettes de la MS 80. Plus légère, plus rigide, la MS 120D débute en fanfare au Grand Prix de France sur le circuit de Charade. Amon fait le meilleur temps aux essais et mène la course pendant 20 tours lorsqu'une crevaison le contraint à stopper brièvement au stand. Après une fantastique remontée, il termine à une méritoire 3e place. Les espoirs nés lors de cette course ne seront malheureusement pas confirmés par la suite. Malchance et coup du sort vont condamner la 120 au champ du cygne avec une 15e place sans gloire lors du dernier Grand Prix de la saison aux États-Unis. Fin 1972, Matra abandonne la Formule 1 après avoir remporté 12 Grands Prix et les 2 titres mondiaux. Mission accomplie. What I would say about Ce que je voudrais dire, c'est que Matra est probablement l'une des rares sociétés au monde qui pourrait revenir en Formule 1 et remporter très rapidement des succès. Ils ont les compétences, ils ont la capacité de fabriquer à des normes de très haute qualité. Et s'ils retournaient en Formule 1, ils seraient une puissance avec laquelle il faudrait compter. 2 ans plus tard, après une 3e victoire consécutive au Mans, Lagardère annonce cette fois que Matra abandonne toute forme de compétition. Georges Martin déploie alors tous ses dons de persuasion pour obtenir le maintien d'une cellule de veille moteur. Si vous voulez, quand Lagardère m'a dit on arrête tout, je lui ai dit on arrête tout définitivement. Il m'a dit oui, absolument, tout définitivement. Alors je lui ai dit mais quand vous dites définitivement, c'est définitivement à jamais ou définitivement pour un certain temps? Il m'a dit mais vous êtes fou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire définitivement? Ça veut rien dire. Il m'a dit mais alors je lui ai dit donnez-moi un délai mini de votre définitivement. Il m'a dit 3 ans minimum. J'ai dit, écoutez, pour 3 ans, si on redémarre dans 3 ans, il n'y a aucun problème de redémarrer les châssis. On retrouvera les mêmes gens qu'on aura recasés à droite à gauche, pas de problème. Je lui ai dit, dans 3 ans, si on veut redémarrer un moteur, il n'y aura plus personne. Parce que d'une part, les gens, ils ont donné déjà. Ils se sont vraiment défoncés au départ, parce qu'on a démarré de rien. Et j'ai dit, ils ne repartiront pas. Donc il faut laisser une cellule de veille. En 1975, Matra opère un discret retour en Formule 1 en fournissant ses V12 à l'écurie américaine UOP Shadow. Le moteur type MS-73 développe près de 500 chevaux, mais la Shadow Matra, pilotée par Jean-Pierre Jarier, déçoit. Et l'association tourne court. Mais fin 75, la présentation de la toute nouvelle Formule 1 française, la Ligier Gitane JS5, crée l'événement. Ligier prend donc le relais de Matra en Formule 1, non sans avoir bénéficié de l'arrivée d'une partie des anciennes Matra, avec entre autres Gérard Ducarouge, chef d'exploitation, Paul Carillot, dessinateur, et Lionel Hublet, chef mécanicien. C'est le moteur type MS-73 qui est monté dans le châssis de la Ligier Gitane JS5 pour la saison 76.
Pour la saison 77, Matra fournit à Ligier sa dernière évolution du V12, le MS-76, dont le centre de gravité est abaissé de 27 mm entre l'axe du Villebrequin et le fond du Carter. La beauté du moteur se conjugue avec ses hautes performances et le MS-76 sera le premier moteur Matra à remporter un Grand Prix de Formule 1. L'événement se déroule en Suède le 19 juin 1977. C'est la victoire tant espérée et tant attendue d'une monoplace 100% française. Le signe indien est enfin vaincu. En 78 et 79, le V12 Matra a cédé la place au V8 Ford Cosworth. Mais en 81, la nouvelle Ligier JS17 aux couleurs de Talbot et de gitane retrouve le V12 Matra dans son ultime évolution, le type MS81. Il consomme moins et il est plus souple que le MS76. Sa puissance est comprise entre 510 et 515 chevaux à 12 500 tours minute. Cette ultime version va remporter les Grands Prix d'Autriche et du Canada et Lafitte frôlera le titre qui ne lui échappera qu'in extremis lors du dernier Grand Prix de la saison. Toujours en 81, les motoristes de Matra mettent au point un superbe V6 turbo à culasse borgne qui développe au banc plus de 800 chevaux. Ce V6 type MS82, qui couronne le savoir-faire de Matra, sera victime de considérations politiques et financières malgré les appels du pied de l'écurie Williams. Dommage. C'est ainsi que s'est achevée l'aventure de la Formule 1 pour ses pilotes, techniciens, ingénieurs, mécaniciens, tout ce groupe d'hommes qui a rendu à la France sa place dans le sport automobile mondial. Ils pouvaient partir la tête haute et le cœur en fête, ils avaient transformé leurs rêves en réalité, ils avaient fait de leur passion une extraordinaire et glorieuse épopée. Et ce qui est important, voyez-vous, dans une épopée comme la nôtre, c'est qu'elle n'est pas morte du tout. Pourquoi Prost, pourquoi, etc. Parce que Matra créait des vocations à l'époque, et avec nous. Pourquoi subitement il y a eu un tel engouement, etc. Parce qu'on existait, parce qu'on était bon international. Et puis l'esprit, pourquoi du Carouge, pourquoi tous les autres ont continué, pourquoi ils ont réussi un peu partout, y compris à l'étranger. Du Carouge, si j'ose dire, presque lancé Sénat. Donc c'était pas mort. L'aventure et le potentiel n'est pas mort du jour où j'ai décidé d'arrêter en tant que Matra.